Leçon 17, calcul des contraintes dans une poutre. Le résumé, contrainte unitaire de flexion. La contrainte unitaire de flexion vaut sigma égale my sur i. M, c'est le moment fléchissant. Y, c'est la position verticale sur la poutre. Et I, c'est le moment d'inertie de la section. La valeur maximale de la contrainte est atteinte pour la valeur maximale de Y, donc en haut et en bas de la poutre. Contrainte unitaire de cisaillement. La contrainte unitaire de cisaillement vaut taux égale V sur A. V ici, c'est l'effort tranchant qu'on a déjà vu dans une leçon précédente. Et A, c'est l'aire de la section. Objectif de la leçon, il y en a 4. Premièrement, c'est de voir comment le moment d'inertie d'une section, d'une poutre, caractérise sa solidité. Donc, ce sera de comprendre qu'est-ce que ça donne comme propriété à la poutre d'avoir un moment d'inertie plus ou moins grand. Deuxième objectif, en utilisant un diagramme, donc il vous sera fourni, en utilisant un diagramme du moment fléchissant, vous allez calculer la contrainte unitaire de flexion à une position donnée et préciser sa nature, donc est-ce qu'elle est en tension ou en compression. 3. Toujours en utilisant un diagramme du moment fléchissant, vous allez calculer la contrainte unitaire de flexion, mais cette fois la valeur maximale. Et 4. Calculer la contrainte unitaire de cisaillement en un point et déterminer sa valeur maximale. Plusieurs rappels avant de débuter la leçon. Alors, premièrement, dans une poutre, lorsqu'on plie une poutre, on fait apparaître des contraintes. Donc, en pliant la poutre, elle épouse localement un arc de cercle. Et donc, les parties qui sont dans la situation ici, là, en haut, sur le dessus de la poutre, vont être comprimées parce qu'ils vont être raccourcis. Et les parties qui sont en bas vont être tendues parce qu'elles sont allongées. On a aussi un axe neutre sur lequel il n'y a pas de contrainte. Donc, on voit que la contrainte est élevée à l'extrémité et plus on se rapproche du centre, plus la contrainte diminue. Ici, elle est complètement neutre et quand on dépasse le centre, elle est en tension et elle est de plus en plus grande. Selon la direction dans laquelle la flexion est faite, donc ici la flexion dite positive, c'est ce qu'on vient de voir, compression en haut, tension en bas. Dite négative, à la flexion dite négative, on aura la tension en haut et la compression en bas. Donc ça ici, ça se produit lorsque M, le moment fléchissant, est plus grand que 0. Et ça, c'est lorsque M, le moment fléchissant, est plus petit que 0. Donc, positive, ça fait cette forme-là. Négative, ça fait cette forme-là. Peu importe la forme de la section, c'est toujours aux extrémités qu'on va avoir les plus grandes contraintes. Et au centre, on a ce qu'on appelle un axe neutre, donc sur lequel il n'y a aucune contrainte. Et enfin, plus le moment fléchissant est grand, donc on se rappelle, le moment fléchissant, c'est ce qui va en quelque sorte produire la déformation de la poutre. Donc, plus le moment fléchissant est grand, donc la poutre va être beaucoup déformée. Et qui dit poutre beaucoup déformée, dit qu'on va avoir une contrainte unitaire de flexion plus élevée. Donc, dans la situation ici, la poutre est passablement déformée avec la force de 10 kN. Si on met une force de 2 kN, donc on voit que la même poutre est beaucoup moins déformée et on voit que ici, donc la compression est plus petite qu'ici et la tension est également plus petite parce que tout simplement la poutre est moins déformée. Et enfin, la section dangereuse, donc la position X pour laquelle le moment fléchissant est le plus élevé, c'est ce qu'on appelle la section dangereuse. Et la contrainte unitaire de flexion, elle est la plus élevée à cet endroit. Donc, exemple ici, là, la section dangereuse, ce serait à 2,7 mètres parce qu'on voit que c'est là qu'on a la plus grande valeur du moment fléchissant. Et si on regarde la déformée de la poutre, 2,7 mètres, c'est exactement ici. Donc, c'est ici qu'on a le moment fléchissant le plus grand. C'est ici qu'on a le rayon de courbure le plus petit tout le long de la poutre. Donc, c'est là qu'on va avoir les plus grandes contraintes de tension-compression. Fin des rappels. Alors, on va y aller pour la leçon 17 à proprement parler. Donc, je vais vous parler un petit peu des caractéristiques de la section d'une poutre. Des fois, on va parler d'un profilé. Donc, on peut avoir un profilé en I, un profilé en H, et ainsi de suite. Donc,
deux caractéristiques qui vont nous intéresser. La première, ben, c'est l'axe Y. Bon, vous rappelez que le long de la poutre, donc en longueur, on utilise l'axe X pour donner la position le long de la poutre. Donc j'ai par exemple mes deux appuis ici, là. Donc c'est la position X. Ben, Y, lui, va donner la position à partir de l'axe neutre. Donc le long de l'axe neutre ici, on a Y égale 0. Et donc on va avoir Y positif ici, donc Y plus grand que 0 ici. Et lorsqu'on descend en bas, Y va être négatif, donc Y va être plus petit que 0. Moment d'inertie. Donc le moment d'inertie, il est noté I. Donc I comme dans moment d'inertie. Ces unités sont des millimètres à la 4. Et c'est lié à quoi? Bien, c'est lié à la taille de la section, mais également à la forme de la section. Et une grande valeur du moment d'inertie va signifier, bien, pour un matériau donné, par exemple, si c'est toutes des poutres du même acier, je compare les moments d'inertie. Donc, la poutre qui a le moment d'inertie le plus grand sera la plus rigide. Donc, c'est facile à comprendre, c'est lié à en quelque sorte à la taille. Donc, plus la taille de la poutre est grande, plus son moment d'inertie va être grand. Donc, si on a une section qui est grande, on s'attend à ce que ça déforme moins. Je vous montre quelques exemples ici pour des poutres en I. Donc, la colonne qui nous intéresse, c'est celle-là ici, en fonction des dimensions de la poutre. Donc, si vous voulez la taille, là, donc plus ça c'est grand. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait varier la largeur de la poutre. Donc, j'ai gardé à peu près la hauteur. Donc, la hauteur ici. J'ai gardé... Non, excusez-moi. Pardon. On fait varier. Donc, la largeur W reste à peu près pareille. La hauteur, ici, elle augmente. Donc, la poutre est de plus en plus haute. Et ce qu'on voit, c'est que le moment d'inertie, il augmente. Donc, fois 10 moins 6 mm à la 4. Donc, j'ai 0.5, 1.3, 4, 6.5. Donc, le moment d'inertie d'une poutre, c'est vraiment une des propriétés. Donc, comme la hauteur, la largeur. Donc, je peux calculer à partir de ça. Je peux aller calculer l'aire de la section. Je peux aller calculer le moment d'inertie. Nous, on n'aura pas à le calculer. Il va vous être donné, mais il faut comprendre que c'est une propriété de la poutre là, au même titre que l'aire de la section. Donc, plus la poutre a un moment d'inertie qui est grand, bien, moins elle va se déformer. Donc, ici, c'est assez facile à comprendre. Plus le moment d'inertie est grand, on voit que bien, la poutre, elle est de plus en plus haute. Donc, elle est de plus en plus grande. Mais ça dépend aussi de comment je dispose la poutre. Donc, l'exemple que je vous montre est le suivant. On prend un madrier de bois, un 2 par 12 par exemple. Donc, le 2 par 12, vous savez, en construction, vous pouvez le disposer de deux manières. Alors, il y a la bonne manière de le disposer, qui serait la suivante. Donc, ça ici, c'est la section. C'est la section du 2 par 12. Alors, on voit que je l'ai placé comme on devrait le placer normalement pour construire un plancher. Là. Donc, j'ai placé la section, le plus grand côté, je l'ai placé à la verticale. Puis on voit que de cette manière-là, le madrier se déforme peu sous l'effet d'une charge. Donc, j'ai calculé pour vous le moment d'inertie. Donc ici, on a 100 fois 10 à la 6 mm à la 4. Je pourrais le placer de la mauvaise façon aussi. En plaçant le plus grand côté à l'horizontale. Donc, c'est sûr qu'on ne construit pas un support de plancher comme ça, avec des 2 par 12. Donc, on sait que si on va placer la planche dans cette direction-là, avec le plus grand côté à l'horizontale, elle va être moins solide. Donc, elle va plus se déformer. Pourtant, vous voyez que les dimensions 2 par 12 et 2 par 12 sont exactement les mêmes. Donc, le moment d'inertie, c'est pas seulement lié à la taille du matériau, c'est aussi lié à comment on le dispose. Donc, ici, le matériau, son axe neutre, il est ici. Son axe neutre est là, dans cette situation-là, alors que là, son axe neutre, il est placé dans cette direction, le long de cet axe-là ici. OK, donc, qu'est-ce que ça va changer? Bien,
le moment d'inertie, si je le calcule, le moment d'inertie ici va me donner quelque chose de plus petit. Pourquoi? Parce que ça dépend de comment est placé l'axe neutre par rapport au matériau. De comment est placé l'axe neutre par rapport au matériau. Donc, si je le place de cette façon-là, ça va me donner un moment d'inertie qui est grand, ça va me donner beaucoup de rigidité. Si je le place comme ça donne un moment d'inertie qui est petit. Donc, 3 fois 10 à la 6, ça donne moins de rigidité. Et donc, si on se rappelle maintenant que si la déformation est grande, la contrainte unitaire de flexion va être plus grande. Donc, le problème, quand mon matériau se déforme beaucoup comme ici, je risque d'avoir des contraintes dans le matériau qui vont être plus grandes. On se rappelle que plus le matériau est déformé, plus j'ai de tension, compression. Donc, on va vouloir évidemment garder une situation où on a le moins de déformation possible. Donc, ça, c'est pas mal pour notre objectif 1. Le moment d'inertie, qu'est-ce que ça fait? Donc, pour un matériau donné, on peut revenir à la diapo d'avant. Donc, pour un matériau donné, une grande valeur de I va signifier que la poutre sera plus rigide. On va passer maintenant au calcul comme tel de la contrainte unitaire de flexion. Donc, soit M, le moment fléchissant à une position donnée. Attention, qui est en newton fois millimètre. Donc, je vous parlerai de la conversion là, bientôt. Y, la distance mesurée depuis l'axe neutre de la section. Donc, Y, ça peut être n'importe quelle valeur ici. Donc, ça peut être un point là, qui est placé à cette hauteur-là de la poutre. Ce n'est pas nécessairement l'extrémité de la poutre. On va le donner en millimètres. I, le moment d'inertie de la section, millimètre à la 4, il vous sera donné. Donc, vous n'avez pas à le calculer. Et la contrainte unitaire de flexion est donnée en mégapascal, donnée par ceci, MY divisé par I. Donc, ça revient un petit peu à tout ce qu'on avait vu précédemment. Donc, la contrainte, plus le moment fléchissant est grand, plus la poutre va être pliée, plus la contrainte va être grande. C'est proportionnel à Y, donc plus je m'éloigne de l'axe neutre, plus la contrainte va être grande. Donc, c'est aux extrémités qu'on a les plus grandes contraintes. Et je divise par I. Donc, plus le moment d'inertie est grand, moins la poutre va avoir tendance à plier et donc moins la contrainte risque d'être élevée. La valeur maximale de la contrainte, je l'obtiens à quelles conditions? Donc, pour que la valeur soit maximale, le moment d'inertie, il ne changera pas, il est constant tout le long de la poutre. Qu'est-ce qui va changer? M, ici, va changer selon X. Et Y, évidemment, il va changer selon Y. Donc, je peux avoir une valeur de Y qui est maximale. Donc, la valeur sigma ici, donc la contrainte est maximale lorsque M et Y prennent des valeurs maximales. Donc, la valeur maximale de M, je peux l'obtenir d'après le diagramme du moment fléchissant. Et Y, j'ai juste à regarder la hauteur ici de la poutre. Donc ça ici, ce sera la valeur de Y maximale. Pour ce qui est de la conversion, donc quand vous avez un moment d'inertie, un moment fléchissant, excusez-moi, en kilonewton fois mètre, vous le multipliez par 10 à la 6 pour le convertir en newton fois millimètre. Contrainte unitaire de cisaillement. Alors, soit V, l'effort tranchant à une position donnée, en newton. A, l'aire de la section. La contrainte unitaire de cisaillement est donnée par V sur A. Ça, c'est exactement le calcul qu'on avait pour le cisaillement, force interne divisée par l'aire qu'on avait vu au chapitre précédent. Donc, V, l'effort tranchant, c'est une force interne. Donc, ce que je calcule ici, c'est rien d'autre qu'une contrainte unitaire de cisaillement. Et à quel endroit elle atteint sa valeur maximale? Tout simplement, comme l'air est constante tout le long de la poutre, lorsque V atteint sa valeur maximale, c'est là que j'aurai la plus grande valeur de la contrainte de cisaillement le long de la poutre. On va y aller avec un exemple. Donc la poutre suivante, je vous présente donc les charges sur la poutre. On a le profil les charges sur la poutre ici, le profil de la section et le diagramme du moment fléchissant. Je vous donne l'aire de la section ici et son moment d'inertie.
Alors, les questions sont les suivantes. Premièrement, calculer la contrainte unitaire de flexion en x égale 2,5 m et à 10 mm au-dessus de l'axe neutre. Donc, pour résoudre ça ici, je vais aller prendre ma formule. La contrainte sigma égale m y sur i. Et là, ce que je veux, c'est la contrainte unitaire de flexion en x égale 2,5 m. Donc, je vais prendre la valeur du moment fléchissant en x égale 2,5 m. Et selon le graphique, qu'est-ce que ça donne? Bien, 2,5 m, c'est ici. On est à cette valeur-là, donc 1, 2, 3, 4. Donc, on a 4 kN fois mètre que je convertis donc fois 10 à la 6 pour le convertir en newton par millimètre. Donc 4 fois 10 à la 6 newton fois millimètre. Y, 10 mm au-dessus de l'axe neutre, ben, ça m'amène où l'axe neutre est au milieu ici, donc 10 mm. C'est pas tout à fait à l'échelle, mais ça m'amène à peu près ici. Donc, la contrainte, m 4 fois 10 à la 6 fois y. Donc, y ici, c'est 10 mm. Divisé par le moment d'inertie. Donc, si je retourne voir sur la diapo d'avant, ici, on avait 5,6 fois 10 à la 6. Donc, divisé par 5,6 fois 10 à la 6 mm à la 4. Et donc, ici, avant de pitonner tout ça, là, regardez, les 10 à la 6, ça s'annule. Alors, ce qui me reste, là, si je me suis débarrassé des 10 à la 6, il me reste 4 fois 10 divisé par 5,6. Donc, on a ici 7,14 mégapascal. En B, calculer la contrainte unitaire de flexion maximale et dire où elle est atteinte. Alors, la contrainte maximale, donc, c'est lorsque M est maximale. Donc, ça survient où? Ça survient à 2 mètres ici. Et on voit que la valeur de M, on a 8 kN fois mètre, ou encore 8 fois 10 à la 6 newton fois millimètre. La valeur de Y, donc la valeur de Y maximale, j'ai l'axe neutre ici. Donc, le plus loin que je peux aller de l'axe neutre, c'est 80 mm. Hein, donc, c'est la moitié de la hauteur ici. Donc, Y égale 80 mm. Et donc, la contrainte maximale atteinte dans le matériau, donc contrainte maximale, M 8 fois 10 à la 6 fois 80 divisé par toujours le moment d'inertie, 5,6 fois 10 à la 6. J'ai oublié d'écrire mon équation. Là. Ça, ici, je vous l'écris. Là. Juste vous rappeler, ça c'est l'équation que j'ai utilisée là. Donc, ça donne ici une contrainte maximale de 114,3 mégapascal. Dire où elle est atteinte, donc c'est en x égale 2 mètres. Ça c'est fait. Question C, calculer la contrainte unitaire de cisaillement maximal et dire où elle est atteinte. Donc, taux égale V sur A. L'air, on l'avait, c'est 2240 mm². Et il faut donc trouver la valeur maximale de V. Là, ici, j'ai deux choses que je pourrais faire. On pourrait le calculer rapidement. Donc, je pourrais aller le calculer rapidement. Je sais que j'ai 1, 2, 3, 4 valeurs différentes. Donc, je vais avoir une valeur ici, une deuxième valeur qui va être différente ici, une troisième ici et une quatrième là. Donc, je peux calculer la force interne ou l'effort tranchant en 4 endroits. Donc, en faisant la somme des forces à gauche à chaque fois. Ou encore, on peut suivre la procédure
de la leçon précédente et aller calculer, aller produire le diagramme de l'effort tranchant. Donc, je vais faire un petit peu les deux là, ici. Donc, à cet endroit-là, V égale tout simplement somme des forces à gauche, 4. Ici, V égale somme des forces à gauche, 4 moins 8 moins 4. Ici, V égale somme des forces à gauche, on a 4 moins 8 plus 16. Donc, on a ici plus 12. Et finalement, dans la dernière région ici, somme des forces à gauche, donc V égale 4 moins 8 plus 16 moins 20. On a ici moins 8. Je peux aussi le représenter graphiquement. Donc, graphiquement, là, on a quoi? On a pour la première région ici, on a 4. 4, c'est ici. Ensuite de ça, on descend à moins 4. Ensuite de ça, on va remonter jusqu'à 12. Bon, là, c'est un petit peu barouillé. Hein? Donc, jusqu'à 12. Ensuite de ça, on redescend ici jusqu'à moins 8. Et on revient à 0. Donc, l'information dont j'ai besoin, quelle est la valeur maximale de l'effort tranchant atteint sur la poutre? Ben, je l'atteins ici. C'est la valeur de 12. 12 kN. Donc, on va faire le calcul avec ça. Alors, taux égale valeur maximale, c'est 12 000 newtons. Hein? On se rappelle qu'on doit mettre la force en newtons, divisé par l'aire de la section, 2240 mm². Donc, on obtient ici 5,35 mégapascal. Et dire où elle est atteinte, ben là, il faut faire attention, c'est pas seulement en un point qu'on atteint cette valeur-là. Regardez, la valeur de l'effort tranchant de 12, je l'obtiens pour quel endroit? Je l'obtiens sur l'ensemble de cette région-là ici. Donc, elle est atteinte où? Entre x égale, ça commence où? Ça commence à x égale 1,5 m. Et x égale 2 mètres. Donc, l'effort tranchant, il y a une valeur constante sur toute une région. Alors, ce n'est pas juste en un point que j'atteins sa valeur maximale, mais vraiment sur une région. Travail à faire, les exercices de la leçon 17 et le devoir 3 qui va porter sur les leçons 16 et 17.